Bienvenue à Mystères éternels. Ce soir, nous suivons un esprit tranquille dans un village où les secrets brûlent plus fort que les bougies avant l'aube. Une seule flamme, un crime silencieux et des questions qui refusent de mourir. Allumez une bougie, fermez les rideaux et laissez le mystère commencer. Les bougies brûlaient toujours trop tôt aux vêpres des moissons de Sainte-Marie-Mead. C'était une habitude du marguillier, M. Hubble, qui se méfiait du crépuscule. Il aimait que la nef soit éclairée bien avant que le soleil ait la décence de se coucher, de sorte qu'au moment où le dernier cantique retentissait, la cire avait coulé en longues larmes ferventes sur les chandeliers en cuivre. Pour la congrégation, ce petit rituel lumineux était devenu un réconfort tacite, une assurance que leur petit village, entouré de haies d'aubépines et de bonnes manières, pouvait encore poliment garder l'obscurité dehors. Ce soir-là, comme le dit le premier couplet de Venez, peuple reconnaissant, venez. Tandis que le vent vacillait dans les stalles du chœur, Miss Marple remarqua qu'une des bougies, celle la plus proche de la plaque commémorative du regretté colonel Pritchard, crépitait étrangement. Elle ne tremblait pas simplement dans le courant d'air, elle flamboyait, s'évaporait, puis s'éteignait. Un léger filet de fumée s'éleva, tel un signal. Madame Price Ridley, assise sur le banc derrière elle, fit un bruit de désapprobation. « Négligente », murmura-t-elle, comme si un mauvais entretien était une faute morale. Miss Marple ne dit rien. Elle pencha simplement la tête, observant la rapidité avec laquelle les autres feignaient de ne pas voir. La flamme s'était éteinte en présence d'un nom trop souvent évoqué, dans les murmures du colonel Pritchard, décédé l'hiver dernier, dans des circonstances encore poliment tuées. À la fin de la cérémonie, le village se déploya dans la fraîcheur d'octobre. Le vicaire, le révérend Clitheroe, se tenait à la grille, offrant des bénédictions qui ressemblaient à des excuses. Quelle belle voix ce soir, Madame Bantry! Quel ange! Belle assistance, Monsieur Hubble. J'ose dire que le Seigneur lui-même doit compter. Ce n'est que lorsqu'il se tourna pour remercier le jeune organiste qu'un tumulte s'éleva près du porche. Une voix de femme, fluette, surprise, perça le doux fracas des recueils de cantiques. Oh mon Dieu, est-ce du sang? Le groupe se retourna d'un seul mouvement. Près de la porte de la sacristie, un chandelier était tombé, sa cire s'accumulait sur les dalles. La tige de laiton était légèrement pliée et, à côté, quelque chose de plus sombre tachait la pierre. Miss Marple s'avança doucement, ses gants de dentelle soigneusement pliés dans une main. Ce n'était pas du sang, même si cela semblait l'être à première vue. Le reflet rouge provenait d'une baie de houx écrasée, ou peut-être d'un if broyé sous la botte d'un homme. Mais à côté, aïe, moitié caché sous la bougie tombée, se trouvait un petit objet argenté qui scintillait dans la lumière mourante. Le révérend Clitheroe se pencha pour le ramasser, puis hésita. « Seigneur, c'est un médaillon. » Madame Price Ridley, toujours à l'affût des scandales, se pencha en avant. « À qui est-il, vicaire? Pensez-vous qu'il ait de la valeur? » « Il semblerait, dit Clitheroe en regardant à travers ses lunettes, que les initiales UP soient gravées ici. Je crois que oui, il pourrait appartenir à mademoiselle Edwina Pritchard. » Un frisson parcourut la foule. La veuve du colonel n'était pas venue ce soir-là, on ne l'avait vue que rarement depuis les funérailles, vivant tranquillement aux êtres. Voir son médaillon apparaître ici, dans l'église qu'elle adorait autrefois, suffisait à susciter une douzaine de récits avant même que quiconque ne soit rentré chez lui. Peu être l'a-t-on laissé tomber, murmura Miss Marple, plus pour elle-même que pour quelqu'un en particulier. Mais c'est un endroit curieux pour une telle chute. On n'enlève généralement pas ses bijoux dans la sacristie. Elle regarda une fois de plus la bougie éteinte, celle près du mémorial du colonel, et une pensée lui traversa l'esprit, brève et légère, comme un papillon de nuit effleurant une vitre. Il y avait toujours une logique dans ces petites coïncidences. Le monde fait rarement de tels gestes sans but. Le lendemain matin, le village était nettement divisé en deux camps. Madame Price Ridley raconta à qui voulait l'entendre que Madame Pritchard était probablement entrée dans l'église en secret, peut-être pour faire pénitence, pour des raisons que seules les veuves connaissaient. Mademoiselle Hartnell affirme que quelqu'un avait posé le médaillon délibérément, pour la couvrir de honte. Et M. Hubble, se sentant personnellement offensé dans son sens de l'ordre, exigea que l'agent inspecte le sol de la sacristie pour déceler toute altération. Au petit déjeuner, Miss Marple prit son thé près de la fenêtre et écouta les conversations qui provenaient de la ruelle. La receveuse racontait à M. Lumley que le vicaire avait trouvé autre chose, derrière l'étagère du livre de prière. Quoi, elle ne pouvait le dire. Les théories se multipliaient, comme des moucherons sur un étang.
Ce n'étaient pas les faits qu'elle recherchait, mais le plaisir de les réorganiser au gré de ses envies. En milieu de matinée, on apprit que Edwina Pritchard avait été retrouvée non pas morte, comme plusieurs le chuchotaient, mais inconsciente dans son salon, en proie à ce que le docteur Haydock appelait un épuisement nerveux. Le médaillon, lorsqu'on le lui avait montré, avait produit ce que la servante avait décrit comme un cri des plus injurieux. Miss Marple reposa lentement sa tasse de thé. Un cri, elle dit. Pas un évanouissement alors. J'imagine qu'un cri signifie reconnaissance et peur. Peut-être les deux. Cet après-midi-là, elle se rendit au presbytère. Le révérend Clitheroe, pâle et gêné, l'accueillit avec l'air d'un homme qui aurait égaré un objet sacré. « C'est une affaire bien étrange, mademoiselle Marple. Madame Pritchard affirme avoir perdu ce médaillon il y a des semaines, mais elle affirme ne l'avoir donné à personne. Et le retrouver là, juste à côté du puits funéraire de son mari, c'est désolant. En effet, dit doucement Miss Marple, les objets ont une fâcheuse tendance à revenir à leur véritable histoire, n'est-ce pas? Le vicaire soupira. Le constable suggéra une farce. Des garçons, peut-être. Mais qui se risquerait à entrer dans la sacristie pendant l'office? Miss Marple regarda le chandelier tordu, désormais poli mais encore légèrement abîmé, et la petite tache sur la dalle, là où la baie avait éclaté. Elle remarqua le soin avec lequel le sol avait été nettoyé. Le genre de propreté qui cache quelque chose. « Monsieur Clitheroe, dit-elle doucement, vous souvenez-vous si cette bougie était allumée lorsque le service a commencé ?» Il cligna des yeux. « Eh bien, oui. Monsieur Hubble les alluma tous, comme d'habitude. »« Curieuse, murmura-t-elle, car je crois plutôt que l'un d'eux est mort juste avant le chant. Une petite mort avant la grande, si vous voyez ce que je veux dire. » Le vicaire la regarda fixement. « Un plus grand ? Oh, je parle métaphoriquement, bien sûr. » Elle sourit faiblement en ramassant son châle. « Mais d'après mon expérience, les symboles ont la fâcheuse habitude de prendre un sens littéral quand personne ne regarde. » Lorsqu'elle revint dans la lumière déclinante du jour, les premiers frissons de l'automne envahirent de l'air. Quelque part au bout du chemin, un chien aboya un aboiement aigu, puis le silence se fit. Miss Marple s'arrêta devant le portail du cimetière, son regard parcourant les rangées de pierres. Sous les noms et les dates se cachait une vérité ancienne qu'elle connaissait trop bien. Chaque village tranquille reposait sur des histoires inachevées, et parfois, elles insistent pour être racontées à nouveau. Le chemin partant du portail du cimetière descendait vers la place du village, où le crépuscule s'était déposé comme une poussière sur les toits. Miss Marple marchait lentement, sa main gantée posée sur son sac à main, son regard scrutant les lampes qui s'allument aux fenêtres des chaumières. L'air sentait légèrement la fumée et les pommes, le parfum d'octobre, et pourtant, une certaine agitation se dégageait, le murmure subtil de quelque chose qui n'attendait qu'à être dérangé. La voix de Madame Price Ridley résonnait, aiguë et triomphante, de l'autre côté de la rue. Elle se tenait devant le bureau de poste, entourée de Madame Hartnell et de la femme du boucher, formant ce que Miss Marple considérait en secret comme un tribunal d'indignation respectable. Le médaillon, la bougie, la fenêtre, tout cela était soigneusement décortiqué sur un ton suggérant une préoccupation morale plutôt que criminelle. « J'ai toujours dit, déclara Madame Price Ridley, que le chagrin a des effets étranges sur les nerfs. Cette pauvre femme n'est plus elle-même depuis les funérailles. Bien sûr, on ne sait jamais ce qu'était vraiment un mariage, n'est-ce pas ? » « Bien sûr que non, » répondit Madame Hartnell, la bouche pincée de délectation. « Et certains disent que le colonel n'était pas aussi solide que ses médailles le laissaient entendre. Le jeu, peut-être, ou les femmes. Ces militaires mènent des vies plutôt dynamiques. » Miss Marple sourit faiblement en s'arrêtant près du jardin. À St. Mary Mead, les ragots étaient moins une conversation qu'un instrument moral accordé, poli et joué avec soin. Pourtant, dans tout ce bruit, on percevait parfois de faibles notes de vérité. Elle continua son chemin, ses pensées s'organisant tranquillement. Une bougie s'éteignit près d'un mémorial. Un bibelot de veuve apparut là où il ne fallait pas. Et maintenant, une légère odeur de peur se dégageait des rideaux tirés d'Edwina Pritchard. Miss Marple avait déjà vu de tels alignements des signes trop subtils pour la police, mais trop précis pour le hasard. Lorsqu'elle atteignit le portail de son jardin, une petite silhouette se détacha de l'ombre. C'était le jeune Tommy Finch, le fils du bedeau, sa casquette serrée avec anxiété dans ses mains. « Pardonnez-moi, mademoiselle Marple, dit-il, mais l'agent m'a dit d'aller chercher le docteur Haydock aux êtres. La situation de madame Pritchard s'est encore aggravée. Il était occupé avec la vieille madame Larche, alors je suis venu vous demander si vous saviez où il pouvait bien être en ce moment. »« Je crois, dit Miss Marple, qu'il est allé voir le major Lorimer. Il a un petit rhumatisme, m'a-t-il dit.
Si vous prenez le chemin du bas, près du verger, vous le rejoindrez plus rapidement. » Le garçon la remercia et s'enfuit dans la lumière tamisée. Miss Marple resta un instant immobile, écoutant ses pas s'estomper, puis se tourna vers sa porte. Mais en cherchant la clé, elle remarqua quelque chose d'étrange sur le pas de la porte, une petite tache de cire, pâle et translucide, comme une larme de bougie. À l'intérieur, elle posa son chapeau et son manteau, et examina la cire sous sa lampe de lecture. Elle était trop propre, trop lisse pour provenir d'une bougie ordinaire. Les cierges d'église, se souvenait-elle, laissaient un léger résidu huileux dû à leur polissage. Celui-ci non. C'était peut-être une bagatelle, mais les bagatelles ont tendance à former des phrases lorsqu'elles sont lues à la suite. À 8 heures, le docteur Haydock en personne se présenta à sa porte, l'air las et préoccupé. « Vous avez entendu, je suppose, dit-il sans préambule, Edwina Pritchard est entrée dans un état d'hystérie. Elle répète sans cesse la même phrase. Il est revenu et refuse d'en dire plus. Pauvre âme, murmura Miss Marple. Le choc agit sur la mémoire de manière si imprévisible. On pourrait presque croire que le passé persiste à être revécu, jusqu'à ce qu'il soit bien compris. » Haydock fronça les sourcils. Elle n'était plus elle-même depuis cette histoire avec son mari. Mais je doute qu'il y ait quoi que ce soit de criminel dans cette histoire de médaillon. Juste de la nervosité et de la superstition. Oui, acquiesça gentiment Miss Marple. Et pourtant, on se demande pourquoi les nerfs choisissent précisément ce moment pour se souvenir. Il lui adressa un sourire las. On voyait toujours des schémas, Miss Marple. Mais parfois, une chose n'est que ce qu'elle paraît. En effet, dit-elle en lui servant du thé, et parfois, les choses ne ressemblent qu'à ce qu'elles veulent bien paraître. Vous, médecin, et nous, les vieilles filles, partageons la même difficulté. On nous ment poliment. Après son départ, Miss Marple resta assise un moment près du feu, son tricot posé sur ses genoux. Dehors, la cloche de l'église sonna 9 heures. Chaque note semblait s'éterniser plus longtemps qu'elle n'aurait dû, résonnant faiblement dans le jardin. Ce son était réconfortant. Même si elle savait qu'il n'était pas destiné à réconforter, il était censé assurer l'ordre, garantir que tout restait dans les limites fixées. Et pourtant, quelque chose avait échappé à ces limites. Elle repensa au cri d'Edwina Pritchard, à la bougie éteinte, au médaillon posé à côté du nom du colonel. De tels gestes expriment souvent de la culpabilité, mais pas toujours celle de la personne la plus impliquée. Parfois, la véritable émotion était tout à fait la peur d'être démasquée ou de voir l'histoire réécrite par quelqu'un d'autre. Plus tard, alors qu'elle tirait ses rideaux, elle aperçut une silhouette solitaire croiser l'homme vert en manteau sombre, se dirigeant vers le presbytère avec une lenteur délibérée. Les lampes n'éclairèrent son visage que brièvement, mais cela suffisait à Miss Marple pour reconnaître M. Hubble, le marguillier, dont l'expression était raide et pâle, comme si quelque chose pesait lourdement sur sa conscience. Il disparut sous le portail du presbytère sans regarder derrière lui. Miss Marple observa l'endroit un long moment, puis laissa tomber le rideau. Quelque part dans le silence, un courant d'air remua les cendres dans la cheminée, et une faible lueur rouge brilla brièvement avant de s'éteindre, comme une bougie se souvenant d'elle-même. La faible lueur de l'âtre persistait tandis que Miss Marple se préparait à se coucher, mais ses pensées restaient rivées à la silhouette de M. Hubble se glissant dans le presbytère. L'horloge sur sa cheminée sonnait 9h30, son son précis, presque accusateur. Dans les petits villages, les habitudes étaient aussi ponctuelles que la cloche de St. Mary Mead, et les écarts, même les plus infimes, avaient leur propre langage étrange. M. Hubble, par exemple, n'était pas homme à rendre visite à des personnes de bonne compagnie après la tombée de la nuit. Dehors, le vent soufflait dans le jardin comme une assemblée murmurante. Quelque part, un portail grinça et se referma. Miss Marple s'arrêta pour boutonner son cardigan, le regard attiré par la silhouette ténue du clocher de l'église. L'espace d'un instant, elle eut l'impression troublante que quelqu'un d'autre était éveillé et observait aussi cette sensation que l'on éprouve lorsque le village lui-même semble retenir son souffle. Elle l'écarta doucement, baissant la lampe, bien que le malaise persistant faiblement, tandis que la fumée de la bougie persistait après la flamme. Le lendemain matin, un calme fragile règne. La cloche de la maîtresse de poste sonnait sans cesse tandis que le courrier du jour était distribué, et chaque enveloppe semblait chargée d'un poids supplémentaire de spéculation. La rumeur s'était inévitablement répandue que Madame Pritchard était toujours en proie à une dépression nerveuse et que le docteur Haydock avait insisté pour qu'elle ne soit pas dérangée. Bien sûr, cela n'incita que la moitié de la paroisse à se rendre au beach,
sous un prétexte ou un autre. Miss Marple, quant à elle, adoptait une approche plus mesurée. Elle croyait au pouvoir révélateur des courses ordinaires. À 10h30, elle se retrouva chez le primeur, soi-disant pour acheter des pommes, mais en réalité pour écouter. Derrière le comptoir, la jeune Elsie Hewitt racontait sa version des faits à qui voulait l'entendre. On dit que la femme de chambre de Madame Pritchard a trouvé un gant d'homme sur la marche de la véranda, annonça-t-elle. Du cuir souple, de bonne qualité. L'agent le lui a immédiatement retiré, mais je l'ai entendu dire qu'il sentait le cirage, comme ceux en laiton qu'ils utilisent à l'église. « Ce sera Monsieur Hubble, alors, » murmura le menuisier à côté de Mademoiselle Marple. « Il a passé l'après-midi d'hier à nettoyer des chandeliers. Remarquez, il est le seul à avoir la clé de la sacristie. » Miss Marple accepta ses pommes avec un sourire, même si son esprit associait déjà ce détail à d'autres. Un gant sentant légèrement le cirage. Un chandelier tordu. La visite nocturne de Monsieur Hubble chez le vicaire. Et un médaillon de veuve apparu, inexplicablement, à côté du nom de son mari. On aurait dit une broderie, un motif qui, à première vue, paraissait décoratif, mais qui, vu de près, révélait des fils qui se croisaient là où ils ne devaient pas. Elle quitta la boutique et remonta l'allée en direction de l'église. Le soleil matinal se reflétait sur les vitraux, faisant danser de petits reflets de pierres précieuses sur les pierres tombales. Le vélo du révérend Clitheroe était calé contre le mur, et par la porte ouverte, on entendait le léger frottement d'un balai. À l'intérieur, M. Hubble lui-même balayait l'allée avec une vigueur déterminée, le visage rouge et solennel. « Bonjour. »« Monsieur Hubble, » dit aimablement Miss Marple, « vous êtes toujours aussi travailleur. On pourrait presque croire que l'Église attend du monde. » Il sursauta légèrement, puis se redressa. « Bonjour, Miss Marple. On ne supporte pas le désordre dans une maison de Dieu. Après le désordre de la nuit dernière, je n'aurai de cesse que tout soit remis en ordre. » Elle s'approcha du premier banc, son regard glissant sur les chandeliers polis. Effectivement, heureusement, peut-être que les dégâts sont mineurs. Le laiton plie facilement, mais pas la conscience. Le balai de M. Hubble s'est arrêté en plein mouvement. Si vous voulez vraiment dire ces bêtises avec le médaillon, je n'y suis pour rien. Le vicaire le sait. « Oh, j'en suis sûre, » dit gentiment Miss Marple. « Mais je me demande si vous avez remarqué, si les bougies avaient disparu après coup. On imagine que ce genre de choses doit être compté, comme les coupes de communion. » Il fronça les sourcils. « Ils étaient tous là, je le jurerais. »« Je vois, » murmura-t-elle en s'approchant de la plaque du colonel Pritchard. « C'est curieux comme la cire coule différemment quand on dérange la flamme. Presque comme si la bougie elle-même se souvenait d'avoir été touchée. » Les mains de Hubble se crispèrent sur le balai. « Vous avez une façon bien à vous de dire les choses, mademoiselle Marple. Ça met mal à l'aise, seulement si un homme a des raisons de l'être. » Son ton restait doux, mais son regard était fixe. « Pourtant, j'ose dire que vous avez vu beaucoup de choses au fil des ans. Une église ne se résume pas à des prières, n'est-ce pas ?» Il marmonna quelque chose d'indistinct et reprit le balayage, ses coups étant désormais trop vifs, dispersant la poussière plutôt que de la ramasser. Miss Marple le laissa à son agitation et se dirigea vers le presbytère, où les rideaux frémirent discrètement à son approche. Le révérend Clitheroe l'accueillit à la porte, l'air las mais impatient de parler. « Ah, Miss Marple, vous avez sans doute entendu parler d'une autre étrange histoire. Le médaillon a encore disparu. »« Disparu ?» répéta-t-elle doucement. « Oui, je l'ai mis dans un tiroir de mon bureau pour le garder en sécurité. Ce matin, il avait disparu. Aucune trace d'effraction. » Miss Marple haussa légèrement les sourcils. « Intéressant. On dirait que les objets errent dans cette paroisse, presque comme s'ils suivaient quelqu'un jusqu'à chez lui. » Le vicaire soupira lourdement. « Vous ne pensez pas que ce soit un membre du personnel ?»« Oh, je ne pense pas, » interrompit-elle doucement. « À St. Mary Mead, le vol est rarement une question de valeur. Il s'agit d'un message. Quelqu'un, j'imagine, parle avec une certaine emphase, malgré son silence. Avant qu'elle puisse s'exprimer, on frappa violemment à la porte d'entrée. La gouvernante du vicaire apparut, pâle et essoufflée. « Monsieur, il y a eu un accident au beach. La femme de chambre de Madame Pritchard dit que la dame, en se retournant, est tombée près de l'âtre et s'est cognée la tête. Le révérend Clitheroe se précipita pour aller chercher son manteau, mais Miss Marple resta immobile, l'expression indéchiffrable. « Tomber !» répéta-t-elle doucement, comme pour tester le mot. Il faut toujours être prudent avec ce verbe. Il recouvre une multitude de possibilités. Tandis que le vicaire se hâtait de sortir, elle s'attarda près de la fenêtre. De l'autre côté de la verdure, quelques villageois s'étaient déjà rassemblés,
attirés par la curiosité aussi sûrement que des corbeaux par une lueur. Miss Marple observait leurs mouvements. Certains courent, d'autres s'attardent, d'autres feignent d'aider tout en espérant sincèrement entendre le dernier murmure. Dans leur chorégraphie, elle vit la conscience du village se déployer, agitée, fascinée et vaguement effrayée. Son regard se porta à nouveau sur l'église, où M. Hubble balayait toujours les plaques commémoratives. La lumière illumina à nouveau le cuivre, reflétant brièvement sur son visage un visage non pas empreint de malice, mais de culpabilité cherchant l'absolution par des mains affairées. Elle se demanda, une fois de plus, si la culpabilité pouvait brûler plus proprement que l'innocence polie quotidiennement. La cloche de la tour commença à sonner à midi, ses notes lentes et solennelles. Miss Marple observa les villageois se figer au milieu de leurs pas, comme incertains s'ils étaient censés pleurer, bavarder ou prier. Et dans ce silence incertain, elle vit qu'il manquait autre chose, quelque chose qui attendait d'être dit à voix haute. Le lent tintement de la cloche n'avait pas encore cessé lorsque Miss Marple aperçut la silhouette du vicaire traverser la prairie en direction des hêtres, son manteau flottant au vent. Un petit groupe de villageois s'était déjà formé près du portail, Madame Price Ridley au premier rang, chaque visage cherchant naturellement des signes de tragédie, tout en s'efforçant de ne pas paraître curieux. Miss Marple, après un bref instant d'hésitation, prit son parapluie et suivit d'un pas décidé et sans hâte. À St. Mary Mead, on ne se précipitait pas vers le malheur, on y arrivait simplement avec dignité. Lorsqu'elle atteignit l'allée du jardin, la voiture du docteur Haydock était immobilisée devant la maison. Les rideaux du salon étaient à moitié tirés, un geste curieux suggérant à la fois dissimulation et exposition. Un agent de police qui ne reconnaît pas un jeune homme, à la moustache nerveuse, se tenait sur la marche, comme s'il s'attendait à ce qu'un éclair divin frappe à tout moment. « Quelle affaire, madame ?» balbutia-t-il lorsqu'elle le salua. « La dame est tombée, paraît-il. Do well. Docteur dit qu'il aimerait bien y jeter un autre coup d'œil avant de parler d'accident. » Miss Marple hocha gravement la tête. « Les chutes sont imprévisibles, dit-elle. Elles surviennent si souvent au moment où quelqu'un est sur le point de se défendre. » À l'intérieur, l'air était lourd d'eau de lavande et d'une légère odeur âcre de bois éteint. Edwina Pritchard était allongée sur le canapé, le visage pâle mais calme, un léger bandage à la tempe. La servante rôdait à proximité, les mains crispées dans son tablier, tandis que le révérend Clitheroe et le docteur Haydock discutaient à voix basse près de la fenêtre. Le médecin se retourna à l'entrée de Miss Marple. « Rien de fatal, dit-il, même si son expression était dubitative. Une légère commotion cérébrale et un choc, surtout. Mais il y a quelque chose d'étrange. Elle insiste sur le fait qu'elle a vu son mari. » Le regard de Miss Marple se porta vers l'autre. Le garde-boue en laiton brillait d'une perfection suspecte, trop récemment poli pour être innocent. « Quel remarquable !» murmura-t-elle. « Les fantômes sont souvent plus convaincants lorsqu'ils sont vus par ceux qui se sentent coupables envers les vivants. » Le docteur Haydock renifla doucement. « Vous pensez que c'est de l'hystérie, bien sûr. J'imagine que vous avez raison. » Mais l'attention de Miss Marple s'était déjà portée sur la servante, debout, tremblante, près d'une petite table d'appoint. Dessus reposait une tasse de thé refroidi et un bulletin paroissial soigneusement plié à côté. Elle baissa les yeux. Dans la marge, au crayon, quelqu'un avait écrit « Chandelle avant l'aube ». « Comme c'est poétique, » dit-elle doucement. « C'est toi qui as écrit ça, ma chère. » La bonne secoua vivement la tête. « Non, mademoiselle. C'était celui de madame Pritchard. Elle n'arrêtait pas de le griffonner depuis hier. Elle disait que ça voulait dire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. »« Les mots font parfois ça, » répondit doucement Miss Marple. « Ils entourent une vérité que le cœur connaît déjà. » Le révérend Clitheroe s'approcha, le visage tiré. Elle prétend que le colonel lui est apparu près de la cheminée. Il lui a dit qu'elle avait oublié quelque chose dans l'église. Miss Marple regarda de nouveau vers l'âtre, où une seule bougie se dressait sur la cheminée, brûlant faiblement et de façon irrégulière. « Quelle loyauté de sa part de le lui rappeler, » murmura-t-elle. Le colonel Pritchard faisait toujours ce que son devoir exigeait. Haydock soupira. « Elle n'est pas en état d'être interrogée davantage. Je veillerai à ce qu'elle se repose. » Alors qu'ils s'approchèrent de la porte, la servante murmura « Pardon, mademoiselle, mais quand je l'ai trouvée, il y avait une odeur, comme de la fumée et du cirage. » Et elle répétait que la lumière s'était éteinte avant qu'il ne parle. Miss Marple haussa les sourcils. Quelle précision! Lumière et parole, ordre et conséquence. On pourrait presque dire qu'elle décrit la confession. Dehors, la foule sur le green s'était épaissie. Madame Price Ridley l'interpella aussitôt,
la voix tendue pour susciter un maximum de sympathie et d'audience. Pauvre Edwina, et dire qu'elle était dévouée. Pourtant, entre nous, j'ai toujours dit que la fin du colonel était trop brutale pour être digérée seule. Miss Marple la regarda calmement. La digestion du colonel Pritchard était moins remarquable que sa discrétion, je crois. Il y a une différence entre une mort subite et une prise de conscience soudaine. Madame Price Ridley cligna des yeux, incertaine d'avoir été réprimandée ou complimentée. Le temps qu'elle se décide, mademoiselle Marple était déjà passée à autre chose. De retour chez elle, elle trouva le journal du matin, plié en deux, déposé sur le montant de sa porte. En première page, une petite annonce attira son attention, vente aux enchères d'articles ménagers The Beeches, propriété du regretté colonel Pritchard, reporté Cindy. En dessous, en plus petits caractères, figurait le nom de l'agence immobilière Lorimer & Co. Miss Marple se souvint de la mention du major Lorimer et de ses rhumatismes par le médecin. Une innocente coïncidence, peut-être, ou un fil cousu là où il ne devait pas apparaître. Elle prit le papier, le posa près de sa tasse de thé et resta assise tranquillement un moment. Devant sa fenêtre, la lumière de l'après-midi éclairait faiblement les pierres tombales et la cloche de l'église sonna 2 heures. Au loin, un marteau s'abattit sur un bûcheron. Quelqu'un réparait, quelqu'un recouvrait. Peut-être les deux. Son regard se porta vers la cheminée où une unique bougie attendait après ses prières du soir. Elle remarqua sa mèche, noircie par un allumage récent, et pensa à sa combustion différente chaque soir, tantôt constante, tantôt irrégulière, selon le courant d'air. C'était là, songea-t-elle, le problème de la nature humaine. On peut paraître constant, et pourtant un seul souffle peut éteindre ce que d'autres prennent pour de la vertu. Tandis qu'elle réfléchissait, une ombre passa devant la fenêtre. C'était M. Hubble, chapeau à la main, qui marchait d'un pas rapide vers l'église. Sa démarche était précipitée, presque coupable, et il tourna la tête 2 fois comme pour vérifier s'il n'y avait pas Dieu invisible. Miss Marple le regarda disparaître dans le cimetière, la grille se refermant lentement derrière lui. Puis elle se leva, prit son châle et le suivit. À l'intérieur de la nef, l'air était frais et sentait le cirage et la pierre humide. M. Hubble se tenait de nouveau devant la plaque commémorative, les épaules voûtées, comme s'il discutait silencieusement avec les morts. Près de ses pieds, un morceau de papier plié gisait au sol, le bord brûlé. Miss Marple attendit silencieusement qu'il la remarque. Lorsqu'il le fit, il sursauta violemment, laissant tomber le balai qu'il tenait. « Je ne vous ai pas entendu entrer, Miss Marple. »« Non, dit-elle doucement, j'ose dire que tu ne l'as pas fait. On entend rarement ce qu'on espère ne pas voir. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucune réponse ne vint. Le silence se prolongea, rompu seulement par le faible écho de la cire qui coulait du chandelier au-dessus d'eux. Miss Marple se baissa pour ramasser le morceau de papier. Le bord brûlé se recroquevilla sous ses doigts. « Le feu, murmura-t-elle, a un appétit si désagréable pour la vérité. » Le visage de M. Hubble blêmit. « Vous ne pensez sûrement pas que vous ne pouvez pas ?»« Je ne pense à rien, dit gentiment Miss Marple. J'observe. Et parfois, l'observation nous fait réfléchir. » Son regard se tourna vers la bougie près de la plaque qui brûlait à nouveau, bien que sa flamme tremblait comme si elle avait peur. Le tremblement de la bougie projetait de longues ombres sur le mur de l'église, s'étirant et se contractant comme un souffle silencieux. Miss Marple contemplait la flamme avec une concentration silencieuse, la main tenant toujours le morceau de papier calciné qu'elle avait ramassé au sol. Un coin d'écriture restait gravé 2 mots pâles, à peine lisibles dans la chaleur brûlante précédant l'aube. La même phrase que Edwina Pritchard avait murmurée avant sa chute. Elle tourna doucement le fragment entre ses doigts. « Curieuse coïncidence, monsieur Hubble, dit-elle, lorsqu'une phrase commence par une maison et se termine par une autre. » La bouche de Hubble s'ouvrit, puis se referma. Il passa une main sur son front, laissant une légère trace de vernis sur sa tempe. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je nettoyais la sacristie, c'est tout. »« Bien sûr, dit Miss Marple d'un ton gracieux. L'Église d'Angleterre est en grande partie axée sur le rangement. Pourtant, on se demande ce que vous nettoyez précisément des cendres du mémorial du colonel, peut-être. Elle s'accroche si obstinément à des choses que l'on croyait éteintes. » Il tressaillit légèrement et se baissa pour récupérer son balai. « Vous ne devriez pas être ici, madame. Pas quand la police pourrait venir vous interroger. »« En effet, je m'y attends, acquiesça-t-elle aimablement. Mais j'ose dire qu'ils commenceront par les vivants avant de s'attaquer aux morts. » Elle se retourna et s'avança lentement dans l'allée, ses pas résonnant faiblement dans le silence.
Arrivée devant la porte, elle regarda de nouveau la bougie près de la plaque. La flamme s'était stabilisée, comme si quelqu'un d'invisible l'avait entourée d'une main pour l'entretenir. Dehors, le cimetière était baigné par la pâle lumière de l'après-midi. Elle pouvait voir le vicaire et le docteur Haydock discuter au loin, leur posture lourde de fatigue, celle d'hommes soudain responsables d'un mystère. Quelques mètres plus loin, Madame Price Ridley s'attardait discrètement derrière un if, écoutant, comme à son habitude, avec une intention morale dissimulée sous l'inquiétude. Miss Marple traversa le chemin de gravier et s'approcha des deux hommes. Le médecin la salua d'un sourire sinistre. « Vous poursuivez vos théories, Miss Marple ? Toute la paroisse se confessera avant le souper. »« Je m'attarde rarement sur quoi que ce soit, docteur, » dit-elle doucement. « J'attends simplement que les gens sautent sur leurs propres explications. » Le révérend Clitheroe semblait agité. « On parle déjà. » La femme de chambre de Madame Pritchard prétend avoir entendu des pas dehors, hier soir, près de la véranda. Certains pensent qu'il s'agissait de cambrioleurs. Les cambrioleurs s'en prennent rarement aux veuves de conditions modestes, répondit Miss Marple. Elles préfèrent l'argent à la mémoire. Le docteur Haydock rit d'un air las. Avec vous, même les fantômes paraissent rationnels. Oh, je n'aimerais pas ça, dit-elle. Les fantômes sont rationnels, tu sais. Ce sont rarement les vivants qu'ils sont. Ils furent interrompus par l'arrivée de l'agent Davy, le même jeune homme que tout à l'heure, la moustache tombante en signe d'excuse. « Pardon, monsieur, dit-il au vicaire, mais l'inspecteur de Much Benham est en route. Il dit que nous devons considérer cela comme suspect. Quelque chose à propos du médaillon disparu, retrouvé dans les temps derrière The Beeches. » Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent légèrement. Comme c'était gentil de sa part de remonter à la surface. L'agent fronça les sourcils. « Pardon, madame ? » « Rien du tout, ma chère, dit-elle gentiment. « Continue. » « C'est un des jardiniers qui l'a trouvé, poursuivit Davy. Coincée dans les roseaux, la chaîne s'est brisée net. On aurait dit qu'elle avait été jetée là. Le docteur Haydock siffla doucement. « Jetée ou tombée ?»« Difficile à dire, monsieur. » Miss Marple croisa les mains. « Peut-être les deux. On laisse tomber beaucoup d'objets délibérément à St. Mary Mead, qui jouit d'une excellente réputation. » Tandis que les hommes échangeaient des regards inquiets, elle se détourna et s'engagea sur le sentier qui menait au hêtre. Les arbres se balançaient doucement au-dessus de leur tête, leurs branches murmurant des sons qui ressemblaient étrangement à des conversations. Elle s'arrêta devant le portail, regardant vers les fenêtres closes. La maison, bien que belle, possédait ce calme particulier qui suit une dispute, une dignité meurtrie, mais pas encore détruite. La servante apparut sur le seuil, se tordant les mains. « Oh, Miss Marple, elle se repose à nouveau, mais je ne peux m'empêcher de penser que quelque chose cloche dans cette pièce. Elle me manque. L'air est vraiment mauvais. De nombreuses pièces se souviennent de plus que leurs occupants, dit doucement Miss Marple. Auriez-vous l'amabilité d'aller chercher une bougie, une neuve ? La jeune fille s'éloigna en hâte et revint avec une fine bougie et une boîte d'allumettes. Miss Marple en gratta une, regardant la flamme s'embraser. Puis, d'une main ferme, elle porta la bougie jusqu'à l'âtre où Madame Pritchard était tombée. Elle l'y déposa, la cire luisant d'un éclat pâle sur la pierre sombre. « Parfois, murmura-t-elle, il faut redonner la lumière à l'endroit où elle a été prise. » La servante parut perplexe. « Vous parlez de prière, mademoiselle ?»« Peut-être, dit Miss Marple, ou peut-être des rappels. On pense souvent que l'obscurité cache nos secrets, alors qu'elle ne fait que les préserver. » Alors qu'elle se retournait pour partir, son regard tomba sur une photo encadrée au-dessus de la cheminée. On y voyait le colonel Pritchard debout, aux côtés d'un jeune homme en uniforme, le major Lorimer, le patient du médecin. Leur sourire, bien que rivé à l'objectif, ne rencontrait pas vraiment leur regard. Un détail retint son attention, la main du colonel, posée délicatement sur l'épaule du jeune homme, tenait quelque chose de brillant entre le pouce et l'index. Une chaîne de montre, ou peut-être quelque chose de plus délicat. Miss Marple étudie la photographie un long moment avant de la reposer. Les apparences, murmura-t-elle, sont complices de tant de complicité. De retour dehors, elle descendit lentement l'allée du jardin. Près du portail, un jardinier était agenouillé près de l'étang, là où le gendarme avait marqué un emplacement avec un piquet de bois. L'eau miroitait faiblement sous le ciel de l'après-midi, ondulant au gré du vent. Un pétale blanc flottait près des roseaux, cire à moitié fondue, dérivant paresseusement vers la rive. Miss Marple se pencha pour le récupérer et le brandit à la lumière. Non pas des gouttes de bougie de l'église cette fois, mais de la cire coulée, au bord lisse, façonnée par une main experte. Elle le glissa soigneusement dans sa poche, l'air serein et pensif. Tandis qu'elle se redressait,
La cloche de l'église résonna faiblement parmi les 3 coups lents du chant, qui semblaient sonner non pas l'heure, mais la conscience. « Des bougies avant l'aube », murmura-t-elle. « Comme nous sommes impatients de les allumer, et comme nous sommes terrifiés lorsqu'elles révèlent ce qui est déjà là. » Le murmure du dernier coup de cloche s'estompa, tandis que Miss Marple se redressait du bord de l'étang, le fragment de cire encore chaud dans sa paume. Une brise agitait les roseaux, libérant une légère odeur de terre humide, et en dessous, quelque chose de légèrement métallique, troublé par l'odeur de l'eau stagnante. Elle remit la cire dans sa poche et se dirigea vers le sentier, où le révérend Clitheroe accélérait, sa soutane claquant comme une voile noire en détresse. « Ah, mademoiselle Marple, haletait. Dieu merci, vous êtes là. L'inspecteur souhaite vous parler. Il est au presbytère, assez insistant. J'en ai bien peur. » « L'insistance est souvent signe d'incertitude, dit-elle gentiment. Mais bien sûr, je viendrai. » En franchissant le portail, elle remarqua que les villageois commençaient à se disperser. La curiosité, une fois satisfaite, retrouva son appétit habituel pour le thé. Seule Madame Price Ridley s'attardait près du mur, son regard allant de Miss Marple au vicaire, telle une spectatrice d'une pièce dont elle aurait voulu prédire le dénouement à voix haute. « Terrible affaire, » murmura Madame Price Ridley en les croisant. « Entre nous, j'avais toujours soupçonné que les affaires du colonel n'étaient pas aussi réglées que le vicaire le laissait entendre. Et maintenant, toute cette histoire d'étang. L'eau, dit doucement Miss Marple, est un véritable miroir moral, Madame Price Ridley. Elle révèle ce qu'on y jette. » La femme cligna des yeux, incertaine d'avoir reçu un compliment, et serra plus fort son sac à main. Au presbytère, l'inspecteur Claythorne les attendait, un homme grand et mince, avec la courtoisie prudente de quelqu'un qui détestait les mystères du village, mais qui était pourtant condamné à vivre parmi eux. Il inclina la tête vers Miss Marple, comme s'il s'adressait à une ancienne collègue à qui il devait à contre-cœur le respect. « Mademoiselle Marple, dit-il, vous avez été assez proche de cette affaire, je suppose. J'espère que vous me pardonnerez quelques questions. »« Je ne pense pas du tout, » répondit-elle aimablement. « On confond souvent silence et secret, inspecteur. En vérité, ce n'est que la pensée avant la parole. » Il esquissa un sourire sec. Silence. « Ce médaillon a donc été retrouvé dans l'étang. Vous avez vu l'endroit vous-même ? » ?»« Oui, dit Miss Marple. On dirait que ça a grimpé plutôt bien, vous ne trouvez pas ? Un petit miracle de timing. Ou un coupable nerveux, dit-il, espérant détourner les soupçons d'autre chose. Peut-être, dit-elle. Mais le divertissement ne fonctionne que si l'on sait ce que le public s'attend à voir. Il la regarda attentivement. Insinuez-vous que quelqu'un au village organise tout cela ? Oh, pas de mise en scène, répondit-elle. Une reconstitution, peut-être. La frontière entre souvenir et performance est ténue, inspectrice. Claythorne a noté quelque chose dans son petit carnet. Le docteur Haydock m'apprend que Madame Pritchard est toujours incohérente. Elle marmonne sans cesse à propos d'une lumière, et une voix prétend que son mari lui a parlé. Bien des veuves entendent de telles choses, dit doucement Miss Marple. Ce sont généralement les voix vivantes qui l'entourent qui font du mal. Il ferma son carnet. Bon, je lui parlerai demain. Pour l'instant, on m'a dit que tu avais trouvé quelque chose toi-même. Miss Marple sortit le fragment de cire, le tenant délicatement entre le pouce et l'index. « J'ai trouvé ça curieux, dit-elle. Ce n'est pas des coulures de bougies, mais de la cire coulée, moulée à la main. Cela suggère quelqu'un qui souhaitait copier et non illuminer. » Claythorne fronça les sourcils. « Copier quoi ?» Elle sourit. « Une impression, peut-être. Ou un symbole. Les gens font des choses étranges lorsqu'ils veulent y contrôler la lumière. » L'inspecteur cligna des yeux, puis rangea soigneusement la cire dans sa poche. « On va peut-être laisser les gars du laboratoire l'examiner. Merci, Miss Marple. On trouve toujours des fragments. »« J'essaie, » dit-elle. « Les fragments sont la forme la plus authentique de confession. » Il partit peu après, ses bottes craquant sur le gravier. Miss Marple s'attarda dans le bureau du vicaire, le regard attiré par le secrétaire. Le tiroir du haut était entr'ouvert, révélant une faible lueur métallique à l'intérieur. Elle le referma doucement. Le vicaire était allé s'occuper des cordons de la sonnette, mais elle sentait son malaise flotter dans l'air comme de l'encens trop fort. Dehors, l'après-midi s'était épaissi, laissant place au calme nacré précédant le crépuscule. La fumée s'élevait des cheminées, tourbillonnant paresseusement sur le ciel pâle. Miss Marple prit le chemin le plus long pour rentrer chez elle, passant une fois de plus devant le cimetière. La bougie qu'elle avait vue plus tôt brûlait encore près de la plaque du colonel, bien que la lumière du jour en atténue l'éclat. À sa base reposait un autre pétale de cire, non pas tombé, pensa-t-elle,
mais posée. L'air était si froid qu'il embaume son souffle lorsqu'elle se pencha pour l'examiner. Une légère empreinte marquait sa surface, non pas celle d'un doigt, mais celle d'une bague. Une bague d'homme, large et usée. Elle l'avait déjà vue ce matin-là, lorsque la main de M. Hubble serait le balai. Le souvenir lui revint aussi doucement qu'un murmure et s'imprima patiemment dans son esprit. Elle se leva et continua son chemin. Par le portail du cimetière, elle aperçut la faible lumière de sa propre fenêtre, chaleureuse et accueillante. Mais avant de l'atteindre, elle s'arrêta net. Au coin du pré, sous l'orme nu, une silhouette observait. Ce n'était pas Hubble, trop mince, trop immobile. Un homme plus jeune, peut-être, le col de son manteau relevé, une cigarette allumée brièvement avant d'être écrasée sous ses pieds. Miss Marple reste parfaitement immobile. Elle savait que l'observation était plus efficace chez ceux qui semblaient trop fragiles pour être menaçants. L'homme n'avait pas une posture de curiosité, mais de vigilance, comme s'il surveillait quelque chose ou attendait que cela se reproduise. Lorsqu'il se retourna, elle ne remarqua que les contours de son visage, pâle et tiré, et l'éclat d'un objet métallique près de son poignet. Puis, il s'éloigna rapidement vers le chemin menant aux anciennes écuries du presbytère. Elle le regarda disparaître dans l'ombre, l'expression indéchiffrable. Derrière elle, la bougie du vitrail de l'église vacilla une fois puis s'éteignit, ne laissant sur la vitre que l'image rémanente de sa lumière. Elle sentit le léger frisson de la compréhension, pas encore de la connaissance, mais la sensation d'un motif émergent de l'obscurité, telle une écriture à travers la fumée. Lorsqu'elle entra dans sa chaumière, l'air était redevenu chaud et calme. Elle alluma sa propre bougie et la posa sur le rebord de la fenêtre, regardant la flamme se stabiliser. Dehors, le village était enveloppé d'une respectabilité tranquille, tous les rideaux tirés pour se protéger des soupçons. Pourtant, Miss Marple savait mieux que quiconque combien la lumière des convenances pouvait facilement dissimuler une mèche qui couvrait. Son tricot reposait à côté du fauteuil, intact depuis le matin. Elle le ramassa distraitement, mais ses pensées étaient ailleurs, la voix tremblante d'Edwina Pritchard, le papier brûlé et cette phrase inachevée qui les entourait tous avant l'aube. Une promesse peut-être, ou un avertissement. Elle ne savait pas encore lequel. La flamme de la bougie se pencha soudain vers elle, attirée par un courant d'air provenant de la cheminée. Elle la regarda vaciller, sa lumière se reflétant faiblement dans la tasse de thé à côté d'elle. Quelque chose dans ce mouvement hésitant, délibéré, réveilla un vieux souvenir. Un souvenir qu'elle pourrait presque nommer avant qu'il ne s'évanouisse à nouveau. Le léger frémissement de la flamme se calma, projetant son petit cercle doré sur le tricot de Miss Marple. Dehors, la nuit se pressait contre les vitres, cette obscurité qui rend les choses familières vigilantes. Elle posa ses aiguilles et attrapa le carnet qu'elle gardait près de la lampe, un simple registre des habitudes villageoises, des naissances, des querelles, des réconciliations et des sandales occasionnelles. La nature humaine, constata-elle, se comportait comme le retour des saisons sous des déguisements légèrement différents. Elle nota 3 noms, Edwina Pritchard, M. Hubble, le major Lorimer. Puis, en dessous, une phrase. Une bougie avant l'aube. À l'encre, cela semblait inoffensif. Une énigme enfantine peut-être. Mais elle avait appris depuis longtemps que les mots les plus ordinaires dissimulaient parfois une prière ou une menace. La bougie qui refusait de brûler régulièrement, la veuve qui voyait le fantôme de son mari et le marguillier polissant sa culpabilité comme du cuivre, tout cela constituait les pièces d'un modèle qui ne se révélait pas encore. Un coup frappé la tira de ses pensées. Elle se leva et ouvrit la porte. Elle trouva le révérend Clitheroe sur le perron, le visage tiré, son chapeau serré à 2 mains. Derrière lui, la rue du village était silencieuse, hormis le souffle du vent à travers les haies. « Pardonnez-moi d'appeler si tard, dit-il, mais l'inspecteur m'a laissé assez perplexe. Il a recueilli la déposition de Madame Pritchard. Elle affirme que quelqu'un lui a rendu visite la nuit de sa chute. »« Vraiment ?» dit Miss Marple en l'invitant à entrer. « Du thé, je crois. Rien ne calme autant les nerfs qu'une apparence de normalité. » Il la suivit jusqu'au salon, jetant un regard inquiet à la bougie sur sa table. Elle dit avoir entendu la porte s'ouvrir doucement, comme si quelqu'un connaissait la maison. Une voix d'homme prononça son nom. Elle pensa que c'était son mari, mais en regardant, il n'y avait personne, seulement une odeur de fumée. « Ah !» dit doucement Miss Marple en versant le thé. On oublie l'odeur particulière de la culpabilité lorsqu'elle est fraîchement allumée. Il fronça les sourcils. « Tu crois qu'elle s'est trompée, et alors ?»« Je pense, répondit-elle, que l'oreille humaine est très sensible à la mémoire. Nous entendons souvent ce que nous attendons, et non ce qui est présent.
Ils restèrent assis un moment dans un silence complice. Le regard du vicaire se porta sur l'étagère, où reposait encore l'ordre des obsèques du colonel. Miss Marple l'avait conservé, comme la plupart des objets jetés. Ses bords étaient soigneusement pliés, mais une légère trace de brûlure en noircissait le coin. « Vous avez une bonne mémoire pour ces choses-là, à thé, il remarquait. « Il faut le faire, dans un village, dit-elle. Les gens répètent leur comportement bien plus fidèlement que leurs prières. » Il a esquissé un léger sourire, mais il s'est vite estompé. L'inspecteur pense que le médaillon a été jeté dans l'étang pour impliquer Madame Pritchard ou pour l'effrayer. Il a demandé si le colonel avait des ennemis. Je lui ai dit que cet homme était très respecté. « Respecté, murmura Miss Marple, est souvent un synonyme poli de non examiné. » Le vicaire semblait mal à l'aise. C'était un bon paroissien. « Ce qui n'est pas du tout la même chose, » dit-elle doucement. Une rafale de vent secoua la fenêtre. La flamme de la bougie s'inclina brusquement, puis se redressa. Miss Marple l'observa, les yeux légèrement plissés. « Avez-vous remarqué, monsieur Clitheroe, comme l'air change à chaque fois que la vérité approche ? Il devient instable, comme si même les éléments prenaient reparti. » Il jeta un coup d'œil vers la porte, mal à l'aise. « Ça paraît presque surnaturel. »« Oh non, dit-elle. Bien au contraire. Les choses surnaturelles sont simples. Ce sont les choses naturelles qui nous effraient. » Un son lointain interrompit la cloche de l'église, sonnant une fois, en décalage avec l'heure. Le vicaire sursauta. « C'est impossible. Personne ne devrait se trouver dans la tour à cette heure-ci. » Miss Marple posa sa tasse et se leva. « Peut-être devrions nous y veiller alors. » Ils traversèrent ensemble la verdure, l'herbe argentée par le givre. L'église se profilait pâle au clair de lune, ses vitraux faiblement illuminés par les derniers cierges de l'autel. La porte principale était déverrouillée. À l'intérieur, la nef était vide, mais un léger grincement provenait de l'escalier supérieur qui menait au clocher. « Restez ici, » dit le vicaire fermement, la voix légèrement tremblante. Il monta quelques marches, puis s'arrêta net. « Il y a quelqu'un là-haut !» Miss Marple s'avança. « Alors, ne les effrayons pas. À la lueur des bougies, s'il vous plaît. » Il lui tendit la petite lanterne accrochée au mur. Elle la leva, sa lueur se répandant à travers la poussière. Une ombre passa, sur les planches de bois au-dessus, puis se figea. « Monsieur Hubble, » appela-t-elle doucement, « si vous vous cachez, c'est un endroit peu pratique pour prier. » Un instant de silence, puis la voix du marquillier s'estompa, rauque et sur la défensive. Je vérifiais les cordes. Pourtant, j'avais entendu quelque chose plus tôt. « En effet, » dit Miss Marple, « 1 heure de travail très consciencieuse pour l'entretien. » Il descendit lentement, son regard passant de l'un à l'autre. Le vicaire parut perplexe. « À minuit ?» Hubble murmura. « Je n'arrivais pas à dormir. » Il vint ranger les bougies. Le regard de Miss Marple se posa sur la manche de son manteau. Près du poignet, une fine traînée de cire blanche brillait sous la lumière de la lanterne. « Comme c'est attentionné, dit-elle doucement, on pourrait presque croire que les bougies des Beach requièrent aussi votre attention. » Il se raidit, puis rit maladroitement. « Vous avez l'œil vif, Miss Marple. »« Oh, ce n'est pas pointu, dentelle, juste l'habitude de remarquer qui range quoi et quand. » Il les frôla en murmurant bonsoir et disparut dans l'obscurité, laissant derrière lui une légère odeur de cire à métaux et de laine humide. Le vicaire expira en tremblant. « Il se comporte bizarrement, vous ne trouvez pas ?» L'étrangeté, dit Miss Marple en baissant la lanterne, est rarement spontanée. C'est presque toujours l'écho de la conscience. Ils quittèrent l'église en silence. La lune était basse, sa lumière s'affaiblissant à l'aube. Alors qu'ils approchèrent du portail, le vicaire marqua une pause. « Croyez-vous, dit-il avec hésitation, que Madame Pritchard ait vraiment vu son mari ?» Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Elle jeta un coup d'œil à l'église, où le cierge près de la plaque du colonel brûlait encore, bien qu'elle fût certaine qu'aucun d'eux ne l'avait allumé. Lorsqu'elle parlait, sa voix était très basse. Si c'était le cas, M. Clitheroe, quelqu'un aurait eu la gentillesse de jouer ce rôle à sa place. Les mots flottaient entre eux comme une brume, faiblement scintillants et irrésolus. Le vicaire resta immobile, la main sur le portail de fer froid, fixant la bougie qui brillait faiblement dans l'église. La pensée d'un homme imitant un fantôme semblait à elle seule ébranler son sang-froid. Le visage de Miss Marple, en revanche, était placide, pensif, ses yeux reflétant la même pâle lueur. Elle bougea la première. « Rentrez chez vous, monsieur Clitheroe. Le village aura besoin de vous au petit déjeuner, pas pour hanter votre propre église. Et l'aube, ajouta-t-elle doucement, a le don de redonner aux fantômes leur apparence d'homme. » Il hésita, puis hocha la tête. « Vous serez en sécurité, Miss Marple ?»« En sécurité ?» Elle sourit faiblement.
Eh bien, mon cher vicaire, le danger remarque rarement les vieilles dames. Il ne recherche que le drame, pas la discrétion. Après son départ, elle s'attarda près du cimetière. Le vent, c'était glacial, sifflant à travers les tombes avec un murmure qui aurait pu être un rire. De quelque part près des ifs parvint un léger craquement de pas. Elle tendit l'oreille, mais le son se transforma en silence. Un observateur, donc, ou peut-être juste l'écho du départ précipité de M. Hubble. Quoi qu'il en soit, elle ne se pressa pas de rentrer. Elle avait appris depuis longtemps que la peur et la vérité voyagent plus vite que la raison, il faut les laisser passer avant de les suivre. Lorsqu'elle atteignit sa chaumière, les premières lueurs grises du matin avaient commencé à dissiper les étoiles. À l'intérieur, elle alluma la bouilloire, non pas pour se réconforter, mais pour que le rythme tout esprit fonctionne mieux en harmonie avec un petit rituel domestique. Alors que l'eau commençait à bourdonner, elle retourna le fragment de cire entre ses doigts. Sa forme, maintenant durcie, était presque ovale, comme si elle avait été délibérément coulée dans quelque chose. Un moule, peut-être, ou un décor. Ses yeux se levèrent vers la fenêtre, où l'aube faisait miroiter le verre. Le reflet reflétait le faible éclat de sa tasse à thé en porcelaine fine, bordée d'argent, ronde, contenante. Cette pensée la mit en mouvement. À 8 heures, elle réapparut au beach. La maison était silencieuse, à l'exception du bruit discret de la servante qui disposait un plateau. La présence de Miss Marple fut accueillie avec un soulagement immédiat. « Oh, mademoiselle, je suis ravie que vous soyez venue, » murmura la jeune fille. « Madame dort enfin, la pauvre. » Le médecin avait recommandé de garder sa chambre sombre et chaude. « Et vous ?» demanda Miss Marple. « Avez-vous dormi ?» Pas un clin d'œil. Je continue à croire entendre quelque chose dans les murs, comme de petits coups, doux comme un souffle. Miss Marple posa la main sur son bras. « La peur est une excellente auditrice, ma chère. Elle perçoit chaque silence comme une confession. » Elle jeta un coup d'œil au salon. La bougie qu'elle y avait placée la veille s'était presque entièrement consumée, sa cire s'accumulant soigneusement sur le bougeoir en argent. Mais à côté, inaperçue, se trouvait une seconde bougie neuve, éteinte, la mèche coupée. Miss Marple se pencha. L'odeur était différente, légèrement piquante, non pas celle de la cire d'église, mais plutôt celle de la cire d'abeille parfumée mêlée à de l'huile, une imitation. Elle se pencha et toucha le bord du support. Une infime empreinte entourait la base, comme si quelque chose y avait reposé puis avait été enlevé. Son regard s'adoucit. « Je vois, » murmura-t-elle. « Quelqu'un a encore mis en scène des souvenirs. » Elle n'en dit pas plus, car à ce moment-là, l'inspecteur arriva, chapeau à la main, l'air grave. « Il y a eu des rebondissements, mademoiselle Marple. Le clerc du vicaire, le jeune Tommy Finch, a trouvé quelque chose dans la chaufferie de l'église ce matin, une boîte, d'huile, utilisée pour polir les ferronneries. À l'intérieur, enveloppé dans du papier, se trouvait un morceau de tissu taché de sang. La servante haleta. Miss Marple parut à peine intéressée. « Quel travail de la part de quelqu'un de faire le ménage 2 fois. En effet, dit Claythorne. Nous allons l'envoyer pour analyse, mais il semble que cela provienne de la vieille veste de service du colonel. Le plus étrange, c'est que Madame Pritchard jure avoir brûlé ses uniformes il y a des mois. Les gens ne brûlent souvent que ce dont ils peuvent se souvenir, disait Miss Marple. Le reste finit par revenir tout seul. Il l'observa attentivement. « Tu crois que tout est lié, n'est-ce pas? Le médaillon, la bougie, l'étang ?» Je crois qu'elle l'a interrompu gentiment, disant que Sainte Marie Mead racontait une histoire tout en vivant une autre. C'est une vieille coutume dans les villages, bien plus ancienne que la paroisse elle-même. L'inspecteur fronça les sourcils. « Et selon vous, où se situe M. Hubble dans cette vieille coutume ?»« Dans chaque histoire, dit-elle, il y a quelqu'un qui range la scène entre les actes. » Ils furent interrompus par des pas précipités. Le docteur Haydock entra, son manteau flottant au vent. Madame Pritchard, réveillée, agitée, demandait le vicaire. Elle n'arrêtait pas de répéter qu'elle se souvenait maintenant. Quelque chose à propos de la nuit précédant la mort de son mari. L'inspecteur se raidit. « On y va tout de suite. » Miss Marple prit son châle. « Si vous me permettez de vous accompagner, messieurs, on parle plus librement quand on se croit entendu par personne d'importance. » Aux êtres, la chambre du malade était faiblement éclairée, lourde d'un parfum de lavande et de suie. Edwina Pritchard était allongée contre ses oreillers, le visage pâle mais le regard fiévreux. Elle ne sursauta pas à leur entrée, mais regarda au-delà d'eux, comme si son attention était fixée sur quelque chose qu'elle seule pouvait voir. « Il a dit qu'il viendrait le chercher, » murmura-t-elle. « Le médaillon. Il a dit qu'il ne m'appartiendrait pas.
Clayton se pencha en avant. « Qui a dit ça, madame ?» Son regard se porta sur la cheminée, où trônait encore la photo de son mari et du major Lorimer. C'était sa voix. Mais je vis que ce n'était pas la sienne. Il y avait une bague. La respiration silencieuse de Miss Marple passa inaperçue. Elle s'approcha d'une voix douce comme du lin. « Une bague, ma chère. »« Quel genre de bague ?»« Simple, dit Edwina, mais vieux. Le genre que les hommes gardent même lorsqu'ils ont oublié pourquoi. » Sa main trembla, et les mots se transformèrent en silence. Le docteur Haydock fit signe au silence. Ça suffit pour l'instant. Tandis qu'ils se retrouvant dans le couloir, le regard de Miss Marple se posa sur la silhouette ombragée de la bougie qui brûlait encore près du lit. Sa flamme vacillait, se reflétant faiblement dans le verre au-dessus de la photographie. Deux visages fusionnent un instant dans cette lueur miroitante, l'un vivant, l'autre mort, avant que la lumière ne se stabilise. Elle referma doucement la porte derrière elle. « Inspectrice, dit-elle, je pense que vous constaterez que le fantôme dont tout le monde parle est bien vivant et très prudent dans ses actions. » Clayton fronça les sourcils. « Une performance ?»« murmurait-elle en jetant un coup d'œil vers la fenêtre obscure. « Et comme toute bonne performance, tout dépend de la lumière. » Dehors, la première lueur pâle du matin perçait les nuages, faible mais certaine, comme pour mettre son courage à l'épreuve. Miss Marple s'arrêta sur le seuil et regarda une fois de plus la bougie dans la chambre du malade, dont la flamme s'affaiblissait vers la lumière du jour. Son expression, si calme qu'elle paraisse, contenait un léger frémissement, celui de savoir ce moment juste avant qu'un schéma ne se concrétise, quand tout ce qui ne va pas commence à s'imbriquer trop parfaitement. La pâle lumière matinale se répandait à travers le couloir, pâlissant le papier peint et adoucissant les contours de chaque ombre. Miss Marple s'attardait près de la porte, l'odeur de lavande encore subtile dans ses vêtements, l'esprit tranquillement occupé. En bas, le son des voix montait et descendait le ton sec de l'inspecteur, la lassitude du médecin, l'inquiétude solennelle du vicaire. Chacun parlait à sa manière d'ordre, de devoir et d'incrédulité, mais aucun ne semblait saisir ce qui manquait entre leurs mots. Miss Marple avait appris depuis longtemps que le silence, et non le son, était souvent porteur de vérité. Elle descendit l'escalier, sa main effleurant la rampe polie jusqu'à l'éclat mat. La porte du salon était entr'ouverte. On entendait un léger bruissement de papier. Elle s'arrêta sur le seuil. Le major Lorimer se redressa brusquement, sa haute silhouette maladroite contrastant avec le délicat mobilier du veuvage. Il avait ses gants à la main, son expression douce et polie, fatiguée. « Ah, Miss Marple, je partais justement. Je suis venu présenter à nouveau mes condoléances et m'assurer que la pauvre Edwina avait tout ce dont elle avait besoin. Quelle attention, dit-elle en entrant. La plupart des gens constatent que leur sympathie dure précisément aussi longtemps que le scandale. Il sourit faiblement. Tu es un fin observateur. J'imagine que tu penses que tous les soldats cachent quelque chose. Oh, pas tout, répondit-elle. Juste les vivants. La remarque passa doucement, mais son sourire s'effaça. Il posa ses gants sur la cheminée à côté de la photo de lui et du colonel et se tourna légèrement vers la fenêtre. Étrange affaire, tout cela. L'inspecteur demande si le colonel avait des ennemis. Je lui répondis que non. Quelques dettes, peut-être, mais rien de déshonorant. Les dettes, murmura Miss Marple, sont rarement financières lorsqu'il s'agit d'hommes fiers. Elles sont généralement émotionnelles et donc plus difficiles à rembourser. Il lui jeta un coup d'œil, amusé malgré lui. « Vous avez l'âme d'une psychologue, Miss Marple ?»« Pas du tout, dit-elle. Juste le souvenir d'avoir vu tant d'hommes faire des bêtises dans des pièces bien rangées. » Le major rit doucement et attrapa son chapeau. « Eh bien, j'espère que vous ferez bon usage de ce souvenir. La police semble déterminée à transformer une coïncidence en complot. » Elle le regarda partir, l'air impassible. Lorsque le bruit de la porte s'éteignit, elle s'approcha de la cheminée et toucha le bord de la photographie. Le verre était légèrement chaud, comme s'il avait été récemment manipulé. Une petite trace de cire marquait le coin. Elle l'essuya avec un mouchoir, le regard pensif. Quelqu'un avait de nouveau arrangé les scènes, non pas avec désordre, mais avec trop de soin. À ce moment-là, le docteur Haydock entra, tirant légèrement sur sa cigarette, une tasse de café à la main. « Vous êtes ponte toujours là, Miss Marple ? J'aurais cru que vous en aviez assez du mélodrame. » « Le mélodrame, dit-elle doucement, c'est ce qui arrive quand la vérité manque de répétition. » Il rit. « Tu aurais dû être sur scène. As-tu de nouvelles observations à partager avec nous, pauvre scientifique ? Seulement, dit-elle, les gens cachent rarement des preuves. Ils les exposent sous un autre nom. Les bougies deviennent des symboles,
les photographies des confessions. Et les voix, eh bien, les voix sont faciles à emprunter. Haydock secoua la tête. Tu donnes l'impression que tout est poétique. Malheureusement, il s'agit de la fragilité humaine, pas de métaphore. J'ai peur, dit-elle, que ce soit souvent la même chose. Avant qu'il puisse répondre, l'inspecteur apparut à la porte. Dr Haydock, un mot? L'analyse de ce tissu a révélé des traces d'huile et de cendre, mais pas de sang frais. Il semble avoir été brûlé, et non utilisé pour nettoyer quoi que ce soit. Haydock fronça les sourcils. Ce n'était donc pas une arme du crime. Peut-être pas, dit Craythorne, mais il a été délibérément caché. Quelqu'un voulait le retrouver plus tard. Miss Marple se leva. Voilà, inspecteur, le genre de dissimulation le plus révélateur, celui qu'on espère découvrir au bon moment. Claythorne la regarda avec un respect prudent. Et quel est le bon moment, Miss Marple, quand le public est prêt à croire la mauvaise personne? L'inspecteur eut un sourire ironique. Si jamais tu te lasses de tricoter, tu ferais un excellent détective. Oh, mais je tricote, répondit-elle. Je préfère simplement suivre le modèle d'abord. Après leur départ, elle remonta dans le couloir. La porte d'entrée était entr'ouverte, laissant apparaître la légère odeur métallique du brouillard matinal. Sur le seuil s'étendait une fine pellicule de cendre, dispersée en un sillage menant à l'allée du jardin. Elle se pencha et la toucha, froide maintenant, mais fine comme de la farine. Quelqu'un y avait brûlé quelque chose de petit pendant la nuit. Elle suivit le sentier jusqu'au portail, où il disparut dans le givre. À travers la verdure, le clocher de l'église se dressait pâle sur le ciel. Le cordon de la cloche, remarqua-elle, pendait encore à la fenêtre, tel un fil, à contre-jour. Un souvenir réveilla Hubble dans le clocher, sa manche marquée de cire. Elle l'avait crue nerveuse. Peut-être était-il simplement obéissant. Tandis qu'elle marchait, le village s'éveilla lentement. Les rideaux s'ouvrirent, les chiens aboyèrent, et la voix si reconnaissable de Madame Price Ridley résonna dans le chemin, reconstituant déjà les événements de la nuit pour un public attentif. Une hantise, je vous le dis. L'esprit du colonel marcha de nouveau, aperçu par la servante, et par le jeune Tommy Finch aussi. Miss Marple sourit faiblement en passant. Les fantômes, murmura-t-elle, sont plus convaincants lorsqu'ils sont relayés par les ragots. Près du portail du cimetière, elle s'arrêta. La bougie près de la plaque du colonel avait brûlé jusqu'à sa base, laissant une flaque de cire durcie luisant comme de l'ivoire sur le laiton. L'air était immobile, presque empreint de recueillement. Mais sous cette immobilité se cachait quelque chose de délibéré. Un silence préparé plutôt que naturel. Elle effleura la plaque. Le métal était froid, mais sur les bords, de légères traces de brûlure rayonnaient vers l'extérieur, formant un petit halo. « Encore du feu », murmura-t-elle, « comme c'est tenace, quand la vérité est humide. » Elle se tourna vers la sacristie et aperçut un léger mouvement à travers la fenêtre, une ombre traversant brièvement la pièce, puis disparaissant. Personne n'aurait dû être là, l'église était fermée à clé. Pourtant, lorsqu'elle essaya de la verrouiller, le loquet céda facilement, comme s'il avait été récemment huilé. À l'intérieur, l'air était lourd et légèrement sucré, parfumé de cire et de produits à polir le laiton. Sur la table se trouvait une petite boîte en argent neuve, brillante, mais mal placée parmi les recueils de cantiques. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvaient de petits disques de cire durcie, chacun portant une légère empreinte du sceau d'une bague. Le même motif qu'elle avait vu sur le pétale de cire de l'étang. Le regard de Miss Marple s'adoucit, presque triste. « Ah » murmura-t-elle, « ce n'était donc pas un souvenir après tout. C'était une répétition. » Elle referma la boîte, un léger clic résonnant d'une force inhabituelle dans le silence. Dehors, les premiers rayons de soleil éclairaient le cimetière, frappant les pierres comme une bénédiction ou un jugement. La lumière matinale du soleil pénétrait par la fenêtre de la sacristie, effleurant le coffret en argent et faisant briller sa surface polie comme une confession muette. Miss Marple se tenait immobile, les doigts posés sur le couvercle, l'air calme, mais grave. Des grains de poussière tourbillonnaient dans l'air immobile, comme s'ils hésitaient à se poser. Elle entendait le faible écho des voix derrière le mur du cimetière, celle du vicaire parlant à l'inspecteur, leur voix atténuée mais teintée de cette incertitude qui naît lorsque la foi rencontre les faits. Elle glissa la boîte dans son réticule, avec la fermeté tranquille de quelqu'un qui sait que certaines découvertes sont plus en sécurité sous la garde d'une femme. Puis elle sortit dans le cimetière, ses chaussures laissant des traces nettes sur le chemin givré. La cloche du clocher émit un seul tintement, une protestation mécanique plutôt qu'un appel, et elle leva les yeux pour voir M. Hubble émerger du porche,
son manteau boutonné serré, le visage tiré par une anxiété due à l'insomnie. « Bonjour, Miss Marple, dit-il. Je ne m'attendais pas à vous voir ici si tôt. Je trouve les matins très instructifs, répondit-elle aimablement. On a tendance à surprendre les gens avant qu'ils aient le temps de se calmer. Sa bouche se contracta, imitant maladroitement un sourire. J'étais en train de fermer. L'inspecteur m'a donné congé. Il a dit qu'il n'y avait plus rien à faire avant son retour. Ah, alors, tu lui as déjà parlé. Elle remarqua le tremblement de sa main gantée, le léger résidu de cire collé au bord de sa manchette. Et comme c'est bien attentionné de ta part de t'occuper des bougies sitôt après le lever du soleil, il s'est hérissé. Il faut bien que quelqu'un veille à ce que cet endroit ne brûle pas. Oui, dit-elle doucement, le feu est un serviteur des plus impatients. Il hésita, puis marmonna quelque chose à propos de ses devoirs, et la dépassa précipitamment, le gravant crissant sous ses bottes. Miss Marple le regarda partir, le regard pensif, mais sans accusation. Il y avait de la culpabilité dans cette démarche, certes, mais pas celle de la malveillance, mais plutôt celle de quelqu'un qui avait obéi à des ordres qu'il comprenait à moitié. Elle se tourna vers le presbytère, où le révérend Clitheroe et l'inspecteur Craythorne se tenaient près du portail, la tête penchée. Tous deux levèrent les yeux à son approche. L'inspecteur avait l'air sombre, le vicaire pâle. « Mademoiselle Marple, dit Claythorne, je disais justement au révérend que nous avons confirmé quelque chose d'assez étrange. La bague du colonel, son sceau, n'a jamais été enterrée avec lui. Elle a été mise en gage, il y a des mois, par quelqu'un se faisant appeler H.H. La description du prêteur sur gage correspond à celle de M. Hubble. » Miss Marple inclina la tête. « Vraiment. Quelle audace de sa part. »« Vous ne semblez pas surpris, dit l'inspecteur. La surprise, répondit-elle, est le luxe de ceux qui vivent sans schéma. Je vis parmi eux. » Le vicaire avait l'air affligé. « Vous ne croyez sûrement pas M. Hubble capable de... »« Oh, capable !» interrompit-elle doucement. La capacité à tant de formes revient. Certains commettent un péché en agissant, d'autres en obéissant. Claythorne fronça les sourcils. « Si vous insinuez qu'il est utilisé... »« Je suggère rarement, dit Miss Marple, mais je constate que ceux qui nettoient les dégâts savent souvent qui les a causés. » Elle les dépassa en direction du verre. Le village s'animait à présent. Les bouteilles de lait tintaient sur le pas des portes. Les rires des enfants flottaient sur le givre, et Madame Price Ridley racontait déjà une nouvelle version de la scène obsédante, mêlant chants latins et pas spectraux. Miss Marple s'amusait, avec une certaine mélancolie, de la rapidité avec laquelle la peur se transformait en divertissement. Au bureau de poste, elle s'arrêta pour envoyer un bref mot au major Lorimer, lui demandant de lui parler avant le déjeuner. La receveuse haussa les sourcils. « J'ai entendu dire qu'il était déjà parti à Muchbenham, mademoiselle. Des affaires à la garnison, paraît-il. »« Quel dévouement !» murmura Miss Marple. « Les morts occupent tellement les gens. » Elle rentre chez elle, posant la boîte en argent sur sa table, à côté de la bougie éteinte depuis la veille. Les deux objets, l'un destiné à préserver, l'autre à détruire, semblaient s'observer avec une familiarité silencieuse. Miss Marple s'assit, sortant son tricot, bien que ses mains bougeaient sans but. Son esprit était ailleurs, avec l'image de la cire pressée par une bague, d'une photographie qui lui avait semblé chaude, d'une veuve hantée par une voix qui avait trop bien répété ses vers. Quand on frappa à la porte, ce fut avec hésitation. Elle ouvrit et trouva M. Hubble, de nouveau debout, son chapeau à la main, le regard désespéré. « Je ne voulais pas que les choses se compliquent autant, Miss Marple, » lâcha-t-il. « J'ai simplement obéi. » Elle la conduit doucement à l'intérieur. « Et qui, je vous prie, vous a dit quoi faire ?» Il s'affala sur la chaise la plus proche. Le major Lorimer. Il dit que c'était pour la tranquillité d'esprit de Madame Pritchard de mettre de l'ordre dans les affaires du colonel. Je devais allumer la bougie près de son médaillon, comme il l'aurait souhaité, et y laisser le médaillon pour qu'il le trouve. Il dit que cela la réconfortait, comme un signe. Le visage de Miss Marple exprimait une compassion discrète. Et la bague ? Il me l'a donnée pour que je l'enfonce dans la cire, en disant que ça donnait à la marque un aspect plus vrai que nature, comme celle du colonel. Je n'ai pas vu le mal, mademoiselle. Jusqu'à ce qu'elle hurle. Elle a vu le schéma, murmura Miss Marple. Mais pas comme vous ou lui l'aviez prévu. Il a retourné son chapeau, la honte lue dans chacun de ses mouvements. Puis, après cette nuit où elle s'est évanouie, il m'a dit de brûler le reste. La cire, le tissu, tout. Il a dit qu'il était trop tard pour expliquer. Et toi, l'as-tu fait ? Oui, murmura-t-il, dans le poêle de la sacristie. Elle hocha lentement la tête. Vous avez été très honnête, monsieur Hubble. Heureusement,
car la vérité brûle bien plus proprement que le mensonge. Il leva les yeux, déconcerté, mais elle n'en dit pas plus. Au lieu de cela, elle se leva et ouvrit la fenêtre, laissant la faible lumière éclairer la table. La boîte argentée brillait doucement, ses impressions cachées illuminant le jour. M. Hubble suivit son regard et pâlit. « Où as-tu trouvé ça ?»« Dans l'église, où quelqu'un l'a laissée pour que je la trouve, » dit-elle. « Les morts reviennent rarement, M. Hubble, mais la culpabilité est aussi ponctuelle que le courrier. » Il déglutit difficilement. « Alors, tu le diras à l'inspecteur ?»« En temps voulu, » dit gentiment Miss Marple. « Mais d'abord, je dois entendre ce que le major Lorimer a à dire. » Lorsqu'il partit, elle resta un instant à observer la ruelle déserte. Le village s'était illuminé sous la faible lumière du soleil, mais la chaleur n'était qu'en surface. Les apparences, songea-t-elle, l'étaient toujours. Quelque part au-delà de la verdure, une cloche d'église se remit à sonner, non pas en signe de deuil cette fois, mais pour l'office du matin. Son son, patient et répétitif, semblait faire écho au pouls du village lui-même, stable, respectable, et somme toute, trop calme. Miss Marple ferma doucement la fenêtre. La bougie posée sur sa table vacilla une fois, puis se stabilisa, sa flamme pâle mais persistante. Elle l'observa encore un instant, comme pour mesurer le temps qu'elle lui resterait avant de s'éteindre. La question, pensait-elle, n'était plus de savoir qui avait allumé la première, mais qui attendait qu'elle s'éteigne. La bougie sur la table de Miss Marple était déjà faiblement consumée, lorsque la cloche du village eut fini de sonner pour l'office du matin. Sa flamme tremblait faiblement, comme consciente de ce qu'elle symbolisait, la dernière lueur avant l'arrivée du jour. Miss Marple se leva, ajusta son châle et sortit. L'air était léger et pâle, le genre de matinée qui semblait effacer les couleurs du monde, tout en accentuant chaque contour. Quelque part dans le chemin, elle entendit le vicaire saluer ses paroissiens avec une joie nerveuse. Elle ne se dirigea pas vers l'église, mais vers le petit chemin menant au cottage loué par le major. Le givre s'accrochait aux haies, illuminant le soleil de reflets tamisés. C'était un chemin fait pour les confrontations silencieuses. À son arrivée, la porte était entr'ouverte, comme si l'occupant était parti précipitamment ou attendait de la visite. Elle frappa une fois, légèrement, puis entra. Le major Lorimer était à son bureau, son manteau plié sur la chaise, une valise ouverte à côté de lui. Il leva brusquement les yeux, et l'espace d'un instant, son calme habituel de soldat le quitta. « Mademoiselle Marple, je suppose que c'est l'inspecteur qui vous envoie. »« Oh, non !» dit-elle en fermant doucement la porte. « L'inspecteur préfère arriver après que la vérité ait fait son œuvre. Je le devance simplement, comme la lumière d'une bougie avant l'aube. » Il rit sans humour. « Tu as un don pour les mots, mais je crains de n'avoir plus rien à dire. »« Ce serait imprudent, » répondit-elle aimablement. « Quand le silence succède à la tromperie, on a tendance à le prendre pour de la culpabilité. » Il se détourna, fixant le jardin gelé. « Je n'ai rien fait de criminel. Peut-être pas dans la lettre de la loi, dit-elle, mais certainement dans son ombre. Vous avez organisé la hantise, Major. Vous avez demandé à M. Hubble de placer le médaillon dans l'église et d'allumer la bougie à côté du nom du colonel. Vous avez même répété le texte que Mme Pritchard devait entendre la voix de son mari lui rappeler une promesse jamais tenue. Il la regardait maintenant, la mâchoire serrée. Tu donnes l'impression que c'est théâtral. À St. Mary Mead, tout est théâtral, dit doucement Miss Marple. La seule différence entre le théâtre et la vie ici, c'est que personne n'avoue quand le rideau est tombé. Il resta silencieux un long moment, puis avec l'air d'un homme capitulant devant l'inévitable, il s'assit. Vous êtes plus malin que l'inspecteur ne le croit. Oui, c'est moi qui ai arrangé ça. Mais vous avez tort si vous pensez que c'était pour de l'argent ou par malveillance. C'était dommage. Dommage, répéta-t-elle doucement. Pour Madame Pritchard ? Pour moi, dit-il avec amertume. Le colonel était mon commandant. Il m'a ruiné il y a des années, non pas à la guerre, mais après. Un petit scandale, un malentendu comme il l'appelait. Cela m'a coûté ma commission. Il avait promis de réparer les dégâts, mais il ne l'a jamais fait. Puis il est mort, et Edwina a tout hérité. Je crus qu'il marqua une pause, puis esquissa un léger sourire. Je me disais qu'un peu de culpabilité la rendrait peut-être généreuse. Miss Marple le regarda avec quelque chose qui n'était pas vraiment un reproche. Vous avez mal jugé le genre de femme qu'elle était. La culpabilité n'ouvre pas les cœurs, Major. Elle les ferme plus vite que le chagrin. Il se frotta les tempes. Je n'avais jamais voulu l'effrayer ainsi. Je voulais seulement lui rappeler la promesse de son mari. La bougie, le médaillon qu'elle était censée trouver discrètement, frissonna légèrement, peut-être par remords. Puis Hubble partit raconter des histoires, et tout s'écroula. « Et le tissu que tu as brûlé ?»
demanda-t-elle. « Celui que tu as laissé pour qu'on le découvre plus tard ?» Il hésita, puis haussa les épaules. « Par précaution. Je voulais que l'on ait l'impression que quelqu'un d'autre était en faute si des questions surgissent. Je me disais que le vicaire pourrait être accusé de superstition, ou que les villageois se retournent contre Hubble pour ses ragots. » Miss Marple soupira. Un plan plutôt bien ficelé, trop bien ficelé, en fait. Le mal fait rarement son ménage aussi efficacement. Il détourna le regard. « Que vas-tu leur dire ?»« La vérité, bien sûr, dit-elle doucement. Mais pas tout d'un coup. Les gens de ce village préfèrent que leur méchanceté soit assaisonnée de décence. Je dirais que la hantise était un acte de sentimentalisme insensé, et non de cruauté. Vous constaterez peut-être que cet aveu sera accueilli avec une compréhension remarquable. » Il rit doucement, d'un rire creux. « Tu crois qu'ils me pardonneront ?» Le pardon, disait-elle, n'est qu'une autre forme d'oubli. Sainte Mary Mead excelle dans les deux domaines. Il la fixa un long moment, puis hocha la tête. Ensuite, je suppose que j'attendrai l'inspecteur. Tu ne feras rien de tel, dit-elle sèchement. Tu viendras avec moi au presbytère et tu raconteras ton histoire correctement. Je déteste les confessions faites dans des salles vides. Il obéit sans protester. Dehors, le givre fondait. Des ruisseaux coulaient sur les pavés comme des filets verts. Le village paraissait d'une pureté trompeuse dans la lumière froide. En marchant, Miss Marple jeta un coup d'œil vers l'église, où le clocher se dressait désormais silencieux, son ombre tombant parfaitement sur la tombe du colonel. « Vous savez, dit-elle doucement, depuis que je vis ici, je n'ai jamais vu une bougie brûler autant de vie à la fois. » Au presbytère, l'inspecteur Craythorne attendait, sa plume posée sur son carnet. Miss Marple hocha brièvement la tête et le major Lorimer prit la parole. Son récit, bien que hésitant, était clairement une histoire d'orgueil blessé et de vengeance insensée, déguisée en fantôme. Lorsqu'il eut terminé, l'inspecteur referma son carnet avec un soupir. « Vous réalisez, dit-il, à quel point on a frôlé la tragédie. » Lorimer hocha la tête, les yeux baissés. « Je comprends maintenant. » L'inspecteur se tourna vers Miss Marple. « Sans votre ingérence observation, corrige-t-elle doucement. L'ingérence suggère une intention. Il se trouve simplement que j'étais la seule encore éveillée lorsque la bougie s'est éteinte. » Il lui lança un regard mi-exaspéré, mi-admiratif. « Ça paraît simple, à vous entendre. »« Oh, c'était simple, dit-elle. Seuls les motifs étaient un peu compliqués. » Dehors, la cloche de l'église sonna une fois la fin du service. Le son se répandit dans le presbytère tel une bénédiction. Miss Marple, debout à la fenêtre, observait les villageois se disperser par deux ou trois, la voix déjà voilée par la spéculation. Le lendemain après-midi, elle le savait, l'histoire serait devenue quelque chose de tolérable, une erreur, une dépression nerveuse, peut-être même un miracle. Sainte Mary Mead préférait toujours que sa pièce de théâtre moraliste se termine par des applaudissements. Alors qu'elle se retournait pour partir, le révérend Clitheroe l'interpella. « Vous restez pour le thé, Miss Marple ?» Elle sourit. « Non, merci. Je crois que je vais laisser le village se calmer. Le scandale, comme le soufflet, s'effondre si on le remue trop tôt. » Le vicaire eut un petit rire gêné. « Et Madame Pritchard ?»« Elle s'en remettra, dit Miss Marple. Elle est du genre à confondre survie et vertu, une confusion utile dans son cas. » Lorsqu'elle retourna à l'air libre, le jour s'était pleinement illuminé. Les enfants jouaient près de la verdure. Leur rire résonnait aisément dans le froid. La lueur trompeuse des bougies avait cédé la place à la clarté morne du matin, et le village, propre, respectable et impénitent, était redevenu lui-même. Devant son portail, Miss Marple s'arrêta. Dans sa poche, le coffret en argent reposait au chaud contre sa main. Elle le sortit et l'ouvrit à nouveau. Les disques de cire à l'intérieur avaient commencé à ramollir légèrement sous le soleil, leurs empreintes parfaites s'estompant sur les bords. Rien de ce qui est fabriqué par l'homme, pensait-elle, ne conservait longtemps sa forme sous une lumière pure. Elle déposa la boîte sur le mur de son jardin et ferma le couvercle. Ce geste n'était ni symbolique ni sentimental, simplement ordonné. Puis elle rentra en fredonnant doucement et se servit une tasse de thé. Elle resta un long moment assise dans son fauteuil, à écouter le silence. Quand la bouilloire se met à siffler, elle sourit faiblement, un son aussi léger et discret que le village lui-même.